Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country Rock et j'ai le plaisir d'avoir avec moi nul autre que Pierre-Paul Bézile-Lacasse. Excuse-moi Pierre-Paul, en partant j'accroche. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Pierre-Paul est un spécialiste au niveau financier un petit peu, il travaille au niveau de... j'aimerais que tu m'en parles un peu Pierre-Paul au départ. Ton métier, c'est quoi? Moi, en fait, à la base, je suis un comptable agréé qui s'est spécialisé en redressement financier. Donc, je suis un syndic autorisé en insolvabilité. J'ai mon propre cabinet, Lacasse et Associés. Et dans le fond, j'aide les gens et les compagnies à se redresser d'un point de vue financier, à essayer de trouver le plus de solutions possibles pour éviter la faillite. Et j'administre aussi les faillites, les redressements plus complexes aussi pour des gens qui viennent nous voir malheureusement un peu trop tard pour avoir plusieurs solutions. Bon, là on va s'embarquer dans des chroniques régulièrement avec Pierre-Paul et ça va être fort intéressant parce que vous allez voir que à travers ça, on va aller chercher un paquet d'informations qui vont vous permettre de gestionner un peu vos budgets, puis voir les solutions, puis on va parler d'aspects financiers de façon générale aussi un tout petit peu. Pierre-Paul, première chronique, je pense que c'est le cœur du problème de bien des gens, c'est la gestion financière. Alors, j'aimerais qu'on en parle, le budget, les revenus, l'accumulation des dettes et l'accumulation des actifs également versus les dettes. On va commencer tout de suite. Alors, quand on parle de budget, pour faire un bon budget, comment on s'y prend? La réponse courte à cette question-là, moi, je suggère toujours avec mes clients de commencer par un revenu-dépense. Un revenu-dépense, essentiellement, c'est de faire le détail de ses revenus. Ça, c'est un bout normalement assez facile. L'autre bout des dépenses, c'est de prendre en note, moi, je suggère même à tous les jours, les dépenses qu'on fait pendant une certaine période. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et on peut se répartir là, par catégorie. Donc, exemple, le logement, la nourriture, les déplacements. Si on se sépare par catégorie, ça nous permet de prendre en note au fur et à mesure que le mois avance nos dépenses. Et à la fin du mois, on a un portrait qui nous donne vraiment là, nos dépenses moyennes. Et c'est avec ça qu'on bâtit un budget. Parce qu'un budget, en fait, c'est une estimation du futur. C'est quelque chose qu'on vise, tant en termes de revenus et de dépenses, pour arriver. Et on veut un budget, évidemment, qui balance, idéalement positivement pour avoir de la place pour faire des placements, mais surtout pas négativement, parce que ça voudrait dire qu'on a plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre. Donc, on a besoin de la dette à ce moment-là. Et c'est ça qui cause des situations d'insolvabilité pour les gens. Et ça, c'est un gros problème, effectivement. Est-ce que je me trompe en disant que quand on commence à faire cet exercice-là, d'aller voir qu'est-ce qu'on dépense, où l'argent va, ainsi de suite, il y a des gens qui ont des surprises à ce niveau-là, ne pensent pas que leur argent se répartit tant que ça à travers différentes choses? C'est assez systématique que les gens ont des surprises, je dirais. C'est plus que probable. Okay. Normalement, les gens qui font cet exercice-là, dépendamment de l'ampleur, plus la personne a des gros revenus, plus il y a de surprises en faisant cet exercice-là. Parce que plus on a de revenus, moins on regarde, on dépense un petit peu comme ça va, parce qu'on a la capacité de le faire. Mais quand on s'assit pour faire cet exercice-là, c'est fréquent qu'on trouve des grosses surprises. Des dépenses qui sont, à quelque part, dont on pourrait éviter de faire peut-être, ou des dépenses qu'on ne pensait pas qu'il y aurait une incidence aussi importante sur le budget, là, j'imagine. Oui, ou la fréquence. Tu sais, par exemple, les gens qui vont au restaurant plus souvent qu'ils pensaient quand ils font cet exercice-là. Okay. Parce que le restaurant, on se comprend, on a un 15% de plus qu'à l'épicerie juste par rapport aux taxes, mais on a un autre 15% à cause des pourboires. Donc, quand on vient à calculer, c'est une dépense qui coûte très cher. Donc, quand on a la capacité de le faire, il n'y a aucun problème. Mais quand on a un budget très serré, c'est plusieurs dépenses comme ça qu'il faut juste regarder. L'exemple d'aller au dépanneur au lieu d'aller à l'épicerie. L'exemple d'acheter des vêtements au fur et à mesure, de ne pas attendre les rabais, d'acheter selon la saison. Tu sais, il y a toutes sortes de petites choses qu'on peut voir quand on fait un réel budget avec un réel revenu dépense pour vraiment se questionner sur chacune des dépenses qu'on a puis s'assurer, est-ce que c'est un besoin ou c'est un désir, cette dépense-là, finalement? OK. C'est important de faire la nuance entre les deux, effectivement. Et là, à ça, nous, on veut pas, on y va vers les taux d'intérêt qui sont hauts. On achète, on investit. Il y a des gens, durant la période de COVID, avec les taux bas, se sont achetés des biens. Et ils se sont peut-être retrouvés là, face à une situation compliquée, ou ils vont peut-être se retrouver face à une situation compliquée incessamment s'il faut renouveler ces prêts-là.
Oui, ben c'est sûr que tout ce qui est variable, comme les marges de crédit, par exemple, ou les taux d'intérêt variables, ben, les gens commencent déjà à avoir de l'impact, évidemment, sur ces dettes-là. Il y a aussi les cartes de crédit, hein, les fameuses cartes de Ouais. crédit pour lesquelles les gens sont systématiquement dans des intérêts élevés. Donc, on parle d'intérêts de 18, 21, 26 dans certains cas. Donc, des taux d'intérêt qui sont systématiquement élevés. Donc, si on évite ce genre de dette-là, là, des cartes de crédit ou des prêts personnels, lorsque les gens, exemple, sont trop à risque, soit parce qu'ils ont un mauvais dossier de crédit ou sont à risque parce qu'ils ont une situation financière précaire, ben la banque, en général, ne fait pas de cadeau. Hein. Donc, si on a une situation où on est plus à risque, la banque va augmenter le taux d'intérêt. Et c'est vrai pour la situation qu'on est là. On a une situation qui est plus à risque, donc avec l'inflation, et le but de monter les taux d'intérêt directeurs et tout ça, c'est pour contrôler ça, pour limiter les dépenses que les gens font, et parce que c'est ça qui crée de l'inflation là présentement. OK. Et ça, là, c'est quand même efficace parce que là, on sent que déjà, il y a un ralentissement au niveau peut-être des hypothèques, des gens qui veulent aller acheter une maison. Oh, puis les taux sont hauts, on va peut-être faire attention. Oui, absolument. On le sent déjà. C'est l'objectif cherché par la hausse des taux, effectivement. OK. Est-ce qu'on peut penser que ces taux-là vont redescendre incessamment et revenir à la normale? Quand je parle de normale, là, je parle des taux d'intérêt qu'on avait avant COVID, pas pendant la COVID. La COVID, c'était pas normal, là. Ben, en fait, les taux étaient très, très, très bas avant la COVID. C'était peut-être même pas Oui. des taux normaux, c'était des taux trop bas et les gens s'en sont habitués, malheureusement. Donc, ce qui fait que quelqu'un qui avait peut-être une capacité à du 4 d'avoir une maison à 300 000, ben, peut-être qu'à du 2 avait la capacité d'avoir une maison à 400 000. Donc là, je fais pas de calcul avec vous, là, mais essentiellement, cette dynamique-là a augmenté le fardeau de la dette pour beaucoup de gens. Et là, présentement, on se retrouve dans une situation où les gens sont encore plus endettés qu'avant la pandémie. Ils sont endettés beaucoup plus, par contre, en hypothécaire. Et donc, en étant endettés en hypothécaire, lorsque les taux vont monter, et c'est ça qui est différent d'une personne à l'autre, parce que si notre renouvellement peut être arrivé l'année passée, ça peut arriver l'année prochaine pour les gens qui ont un taux d'intérêt fixe sur 5 ans, ben c'est lorsqu'ils vont arriver au renouvellement que le taux va être important. Donc, c'est ça qui fait que présentement, ben ça affecte pas tout le monde de la même façon. Bon, c'est vraiment très important. OK. Là, on a déjà écoulé beaucoup de temps. Je vais revenir à j'aimerais qu'on amène une perspective avant de se quitter que je trouve importante. Et on va revenir sur ces dossiers-là parce que, Pierre-Paul, on a la chance de l'avoir avec nous en ondes régulièrement toutes les semaines. C'est qu'on va pouvoir jaser de différents dossiers et aller en profondeur. Pierre-Paul, au moment où on se parle, au niveau, quand on parle de syndic comme tel, est-ce qu'on a plus de problèmes syndics au moment qu'on en parle avant qu'après COVID, au moment où on se parle? Ben, au moment où on se parle, en fait, dès le début de la COVID, là, le nombre de faillites et de redressements financiers a diminué de moitié. Donc, pour vous donner on va parler en termes de chiffres, là, on se situait en Abitibi-Témiscamingue à peu près à 800 dossiers d'insolvabilité par année. Depuis le début de la COVID, ça a chuté à 400 par année, ce nombre de dossiers-là. Okay. Donc là, présentement, les gens, on voit des articles, on voit beaucoup de choses qui disent, ben là, les dossiers, dans les 2 derniers mois, les dossiers d'insolvabilité ont augmenté de 20 C'est vrai, sauf que c'est 20 par rapport à une baisse à 400 dossiers. Donc, on peut imaginer qu'en Abitibi, on est présentement autour de, exemple, 480 dossiers qui correspond à la hausse de 20 Okay. Donc, on est encore vraiment, vraiment plus bas que le nombre de dossiers pré-pandémie. Donc, il n'y a pas encore beaucoup, beaucoup d'insolvabilité, mais on voit que de plus en plus de rencontres, les gens sont inquiets. Donc, on fait beaucoup de prévention présentement pour que les gens puissent se structurer parce que c'est pas terminé la hausse des taux et l'inflation, c'est pas terminé et les gens ont des dettes présentement. Donc, il faut rester vigilant. Bon, ceux qui sont inquiets, les gens inquiets, on a toujours peur d'aller voir un syndic. On dit, voilà, c'est syndic, c'est faillite automatique. C'est totalement faux. S'ils veulent vous contacter, comment ils s'y prennent? Ben, les gens nous appellent au 1844 LACASSE, c'est notre numéro sans frais. On est le seul syndic autorisé en insolvabilité situé en Abitibi-Témiscamingue. Donc les gens des fois ne le savent pas parce qu'avant, je faisais partie de d'autres firmes, d'une autre firme. Et donc le seul syndic résident, c'est chez LACASSE et Associés, au 844 LACASSE. Les gens peuvent nous joindre aussi sur notre site Internet, nous poser des questions par notre Facebook LACASSE et Associés. Les gens peuvent nous joindre de beaucoup, beaucoup de façons.
Essentiellement, ce qu'on veut, c'est s'assurer de travailler en prévention. On fait beaucoup de rencontres présentement auprès des différents intervenants dans le milieu social, auprès des comptables, des avocats, des notaires, pour s'assurer que lorsqu'il y a une question de difficulté financière, les gens se retrouvent dans notre bureau pour qu'on puisse les protéger des risques d'arriver éventuellement à être obligé de faire une faillite. Donc, on veut les protéger de ça. C'est génial. C'est bien dit, Pierre-Paul, on les protège. On n'est pas là pour les amener vers la faillite, mais les sortir de là. Alors, j'invite les gens qui pensent à l'heure actuelle, qui voient arriver des problèmes comme tels, là, à vous contacter. Hey, Pierre-Paul, ce fut encore une fois un plaisir de pouvoir jaser, cette fois-ci en ondes avec toi, puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Parfait, merci beaucoup.